Il y avait l'affaire des caricatures de Mahomet. Eh bien, l'histoire retiendra aussi l'innocence des musulmans. L'objet de la colère du monde arabe, le voici, un film américain. Son titre, L'innocence des musulmans. Un petit budget, des comédiens amateurs et un scénario qui tourne en dérision la vie du prophète Mahomet. L'islam y est décrit comme un cancer. Un acte de guerre contre les États-Unis, un 11 septembre. Le consulat américain de Benghazi, incapable de repousser l'attaque de salafistes. Le prophète Mohammed n'est pas Osama Ben Laden, donc ne rendez pas notre peuple en colère, parce que nos gens vont être poussés à tuer, à se battre. Voilà ce qui va se passer. Ils sont prêts à tuer et ils tuent. L'ambassadeur Chris Stevens, 52 ans. Nous rejetons toutes ces manœuvres qui dénigrent les croyances religieuses des autres, mais il n'existe absolument aucune justification à ce type de violence insensée. Quant à l'une des actrices du film, elle soutient qu'elle croyait avoir tourné dans une fiction. On m'avait dit que la scène se déroulait il y a 2000 ans. Bagdad en Irak, Sanaa au Yémen et le Caire en Égypte. Comme une tache d'huile qui s'étale sur toute la Oumma, la communauté musulmane de la planète forte de plus d'1 milliard d'habitants. عبد الرب منصور هادي للرئيس الأمريكي باراك أوباما. All U.S. embassy personnel are safe and accounted for. Il se nomme Nakoula Besseley. Aujourd'hui arrêté par la police de Los Angeles, c'est ce copte égyptien qui, par son film, a embrasé une partie du monde musulman. C'est honteux de violer délibérément la liberté d'expression pour attiser l'intolérance et faire couler le sang. Cette vidéo a été diffusée il y a 6 mois sur YouTube. Tout cela était inutile et ne devrait pas servir d'excuse, particulièrement maintenant. L'Amérique, qui nie et se retranche derrière la liberté d'expression, doit comprendre que la distribution du film aura des répercussions dangereuses dans le monde entier. Les manifestations et les affrontements ont déjà fait 31 morts dans le monde. Les 12 dernières victimes ont été tuées lors d'un attentat suicide à la voiture piégée ce matin à Kaboul. Alors, sont venus nous rejoindre Naya Chahal, vous êtes sociologue, chroniqueuse à El Hayat, le quotidien de Beyrouth, et vous avez dénoncé l'aveuglement occidental qui ne comprend pas la colère arabe et brandit, comme d'habitude, l'épouvantail islamiste. Daniel Schneiderman, vous écrivez sur les images, notamment dans Libération et sur le site Arrêt sur Image. Alors voilà des images capables de créer une sacrée secousse à l'international. Qui aurait pu penser encore de nos jours qu'un film pouvait créer de tels problèmes? Yuri Nasrallah, Yousri, excusez-moi, vous êtes cinéaste, vous êtes égyptien et demain sort votre film Après la bataille, qui a été sélectionné au dernier festival de Cannes et qui raconte l'histoire d'un des cavaliers de la place Tahrir qui, le 2 février 2011, manipulés par les services secrets de Moubarak, ont chargé les révolutionnaires. Enfin, Henri Laurence, vous êtes historien, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres sur les Arabes, le Moyen-Orient ou la question palestinienne, mais le dernier porte sur des Français et remonte à l'expédition de Bonaparte en Égypte. Il s'intitule Français et Arabes depuis 2 siècles. Alors c'est à vous que je pose la question en premier. À qui profite ce film? C'est ce que j'appellerais l'alliance des barbaries. Vous avez un jeu pervers entre une extrême droite islamophobe dans le monde occidental et l'équivalent dans le monde musulman d'une forme d'extrémisme, de radicalisme. Ils s'auto-alimentent l'un l'autre. C'est un jeu totalement pervers. Une violence islamiste provoque une bouffée d'islamophobie, des actes d'islamophobes lancent une bouffée d'islamisme, et puis les gens raisonnables au centre, ils sont un peu perdus. Naya Chahal? Écoutez, moi je pense que derrière le film insignifiant en lui-même, totalement insignifiant... Que très peu de monde a vu d'ailleurs, si on s'en réfère aux clics sur Internet, très peu de gens l'ont vu. Ce qui est intéressant, c'est de lire le profond message qui, encore une fois, part de ce monde arabe et musulman et qui est celui du malaise face à un Occident qui est perçu comme étant dominateur, oppresseur, agressif et hautain. Et je note que lors de la réception des corps des 4 Américains tués, Hillary Clinton disait les États-Unis qui
devraient ou qui continueront à guider le monde. Il a servi en Irak et en Afghanistan comme si c'était légitime d'avoir attaqué finalement, parce que c'est ça, l'Irak et l'Afghanistan. C'est se positionner... Elle parlait de l'ambassadeur. Hein. Elle ne parlait pas de l'ambassadeur, elle parlait des deux autres personnes. L'ambassadeur ayant servi à Jérusalem comme ambassadeur, comme diplomate. Mais les deux autres étaient des soldats, des Marines, en Irak et en Afghanistan, comme si c'était un détail. C'est ça, je pense qu'il y a une incompréhension profonde entre l'Occident, sa vision de lui-même, et de son rapport au monde, et ces gens-là, barbares et moins barbares, parce qu'il y en a des barbares, mais il y en a qui ne sont pas du tout des barbares, je ne suis pas barbare, mais je condamne complètement cette posture hautaine, dominatrice, et d'une totale, incompréhension des autres. Yousri Nasrallah? D'abord, ce n'est pas un film qui a fait ça. Oui, absolument. Quand on dit un film peut provoquer une émeute pareille, ce n'est pas un film qui a provoqué Pourtant, à chaque fois, c'était le motif qui était donné. C'est l'utilisation d'un film. C'est comment on utilise un film. Or, ce film existe, paraît-il, depuis 6 mois. Mais il n'était pas traduit en arabe, il était en anglais. Non, ça n'a rien à voir. Et puis il existe en arabe depuis juin, paraît-il. Qu'est-ce qui fait que, autour du 11 septembre, et au moment où en Égypte on est en train de discuter de la Constitution et de qu'est-ce que c'est qu'un citoyen, et de la citoyenneté, des droits, et d'un état de droit, que soudainement, autour du 11 septembre, une chaîne de télé intégriste passe cette chose et commence à dénoncer, à faire monter la tension et incite les gens à descendre dans la rue. Et tout ça, avec les yeux fermés, tout le monde parle ici du rapport que peut avoir l'Occident avec l'Orient. Mais personne, et très peu de gens parlent de ce que cette provocation a causé dans un pays qui essaye d'établir une démocratie, d'écrire une constitution comme l'Égypte. Ça a été fabuleusement utilisé et instrumentalisé. On ne parle plus de la Constitution, on ne parle plus de liberté, parce que la liberté, ça veut dire attaquer les religions, et on ne parle plus de la citoyenneté, parce que ça n'est plus du tout à l'ordre du jour. Et en fait, une année de révolution, une année et demie de révolution, ça a été récolté par les pires. N'exagère pas, Yousri. Rien n'a été récolté. C'est un moment, il va passer. On est dans une lutte pour le sort de ces révolutions. Oui, mais attends. Est-ce que je peux dire qui a fait ce film? Suzanne Georges? Qui a fait ce film? Il y a un type qui maintenant se cache, qui a été en prison pendant 21 mois, je crois, pour fraude. Il a volé des gens, fraude bancaire. Il y a un autre type qu'il avait consulté auparavant, qui est un ancien marine, un vétéran de la guerre du Vietnam, fondamentalement, comme dit le professeur, tellement à droite que c'est presque méconnaissable, qui a été épinglé par un centre légal pour la défense des pauvres dans le Sud, qui avait vu son comportement depuis de longues années et qui mettait en garde les gens contre lui. Depuis le 11 septembre, ce type qui a été consulté sur le scénario, sur la mise en place du film, parce que c'est un film, il y a une quinzaine de personnes qui n'ont d'ailleurs pas été payées pour leur travail, et il a essayé, maintenant il donne interview sur interview aux États-Unis, et il est dans la gloire, mais depuis le 11 septembre, il passe son temps à essayer de provoquer des musulmans parce qu'ils disent ils vont violer ma petite fille, ma fille, etc. C'est un fou. Alors, je ne défends en aucune manière ces gens, mais je dis ayons un sens de proportion parce que le film est mauvais. Le film, c'est un déchet, c'est rien. Je veux dire, ça ne représente absolument pas le sentiment des Américains et je défends
la liberté de parole, y compris pour les nazis, y compris pour des gens comme ça, mais je ne demande pas aux Pakistanais de comprendre le concept des Lumières et de Voltaire pour la liberté de parole. Je défends jusqu'à la mort votre droit de le dire. Mais il faut voir d'où ça vient, parce que ça vient des déchets de la société américaine. Daniel Schneiderman. Bon, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Oui, il y a des barbares des deux côtés. Voilà, c'est un jeu pervers entre ce type dans son coin de Californie qui manifestement a fait ce film en trompant toute son équipe. Et de l'autre côté, les gens qui, dans plusieurs capitales arabes, vont assiéger les ambassades, brûler des drapeaux, des photos d'Obama et parfois tuer l'ambassadeur. Mais évidemment, moi, ce que j'ai regardé plus particulièrement, et ce qui m'intéresse, c'est le rôle des médias dans toute cette affaire. Parce que tous ces types, je veux dire, les barbares d'un côté et les barbares de l'autre côté, s'il n'y a pas les médias au milieu, ça n'existe pas. Je veux dire, le type qui fait son film en Californie dans son coin, qui fait ses 14 minutes, et même, quand bien même met-il ces 14 minutes sur YouTube, ça veut dire que potentiellement il est visible par l'ensemble de la planète, mais enfin il y a des centaines de milliers de vidéos sur YouTube. Donc s'il n'y a pas un moment, quelqu'un qui a envie de pointer le doigt vers cette vidéo et de dire regardez ça, quel que soit son bord d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas. Je veux dire, il faut être très très prudent là quand on parle. Alors, il est tout à fait vrai que les 14 minutes étaient sur YouTube. Moi, je n'ai pas la même date que vous. Moi, on m'a dit depuis juin. Mais peu importe, les 14 minutes étaient sur YouTube depuis juin. Et d'après ce que je sais, elles ont été traduites là très récemment, début septembre, traduites en arabe. Elles étaient en anglais, de version anglophone depuis juin, et traduites en arabe. Qui a traduit en arabe? Personne ne sait. Mais c'est évidemment la version sous-titrée arabe, qui a été diffusée sur une chaîne de télé sous-titrée doublée arabe, qui a été diffusée sur une chaîne de télé égyptienne par un religieux musulman qui est très extrémiste et qui l'a fait pour pointer en disant regardez cette horreur, ce film horrible qui insulte le prophète, etc. Donc oui, il y a YouTube, mais après YouTube, il faut quand même dire il y a cette chaîne de télé égyptienne et il y a ce type qui pointe ce film. De l'autre côté, même de l'autre côté, je veux dire, 150, 200 ou 300 personnes dans un pays arabe qui vont gesticuler devant une ambassade et même brûler une photo d'Obama. C'est quoi s'il n'y a pas les caméras? Soudainement, ça devient les musulmans. C'est rien. S'il n'y a pas les caméras, c'est rien. Et on sait. C'est exactement le même rapport. C'est-à-dire que les musulmans en question disent ce film, c'est l'Amérique, et les autres disent c'est 300 musulmans, c'est l'islam. Bien sûr, mais c'est exactement le jeu pervers que vous décriviez dans lequel on est. Et on sait très bien comment ça se passe. La manif normale, moyenne, devant une ambassade, il ne se passe rien tant que les caméras ne sont pas là. Les mecs sont là, ils attendent. Tout d'un coup, Reuters arrive, APTV arrive avec les caméras. C'est les chaînes, c'est les réseaux qui vont alimenter toutes les télévisions du monde. Hop, pendant 5 minutes, ça s'anime, on met le feu au drapeau, on met le feu à la photo, tout le monde filme, et ensuite les images font le tour du monde. Il y a eu quand même l'accident de l'attaque du consulat de Benghazi et la mort de l'ambassadeur. Dans des conditions très obscures. Oui, qui sont pas. Moi, je pense pas que ce soit lié au film. Hein. Moi, je pense que c'était pour le 11 septembre, un truc qui était monté, qui n'était pas du tout spontané. Et dans l'avenir, on saura dans l'avenir peut-être. Mais ce n'est pas de commune mesure avec les manifestations et les drapeaux qui brûlent. Pascal Bruckner. Si on devait tuer 20 ou 30 personnes chaque fois qu'un mauvais film sort sur les écrans, le mercredi, jour de sortie des films, serait une hécatombe. Alors moi, ce qui m'a frappé quand même dans cette histoire, c'est la disproportion entre ces images de 15 minutes que personne n'a vues, dont tout le monde parle, et puis la colère des manifestants. Je crois qu'effectivement, la thèse de la manipulation que vous défendez me paraît exacte. Il n'empêche qu'il y a quand même une ébullition, une émotion chez les musulmans apparemment du monde entier. Alors la question qu'il faut poser, c'est que se passerait-il dans les pays occidentaux si on brûlait des Bibles au Maghreb ou au Moyen-Orient? La réponse est simple, rien, on s'en fout. Si on se moquait de Jésus, de Moïse, d'Abraham, il ne se passerait rien. Et alors, c'est peut-être ça la différence, c'est qu'au fond, le sacré chez nous n'est plus religieux. Le sacré est sécularisé.
c'est, disons, la Déclaration des droits de l'homme, mais on peut se moquer de la religion autant qu'on veut en France, et d'ailleurs Charlie Hebdo, dont on va parler bientôt, le fait pratiquement chaque semaine, et le christianisme est vraiment la religion qui est le plus attaquée aujourd'hui dans les 3 monothéismes, mais pas dans Charlie Hebdo, hein. Notre indignation... Dans Charlie Hebdo, ils sont plutôt sur les imams, hein, au cas où ça vous aurait échappé. Ben, ça ne m'a pas échappé parce que je le dis chaque semaine, mais je pense qu'effectivement, les chrétiens en prennent beaucoup plus. Ah non. Sauf cette semaine. Monsieur Bruckner, les chrétiens, si on brûle des évangiles en Orient, seraient très émus. Ah ben, ils sont émus, et les Juifs, si on brûle la Torah en Israël ou même partout ailleurs, seraient aussi très émus. Non, ce n'est pas parce que l'Occident s'est sécularisé que le reste du monde est sécularisé. Oui, ça, ce n'est pas la réalité. Mais l'émotion n'est pas forcément la violence. Mais justement, restons sur cette idée de sacré. Henri Laurence, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire En partie, ça renvoie à une idée de blasphème, tout simplement. Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, nous avons d'autres ordres de blasphème. Le premier amendement est sacralisé, donc condamner le premier amendement, c'est déjà un blasphème contre le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Le négationnisme, le crime de négationnisme dans les juridictions européennes et françaises, c'est un crime de blasphème. Ce qui veut dire que je suis pour le négationnisme, bien au-delà, c'est abominable. Et on pourrait multiplier de choses, même critiquer aujourd'hui la sacralité de l'art, en disant l'art n'est pas sacré, ce qu'on fait, beaucoup de choses c'est minable, etc. Je me ferais attaquer de blasphème contre l'art contemporain. L'enfant est sacré dans les sociétés. L'enfant est sacré. La personne est sacrée en Occident, c'est ça surtout. C'est ça la révolution des droits de l'homme. La personne occidentale est sacrée en Occident. Pas les Afghans qui sont tués par les avions américains dans des noces où on dit oh, on a vu un attroupement. Mais le fait que les Américains aient commis des crimes n'empêche que la Déclaration des droits de l'homme a vocation universelle. Et c'est aussi vrai pour les musulmans et pour les révolutions arabes qui se sont faites aussi au début au nom des droits de l'homme. Sans doute, mais moi je vous dis une chose, le film n'a aucune importance. Il y a une colère qui couve. Si on ne veut pas comprendre la raison de cette colère Est-ce que cette et colère de cette pas blessure, interne aux sociétés? Non, elle n'est pas interne. Ce sont des sociétés qui sont opprimées, qui sont agressées. Mais opprimées par elles-mêmes? Non, écoutez monsieur, moi je ne pense pas que ce sont nos sociétés, les sociétés arabes, qui envoient des avions bombarder Fallujah, envoyer des armes, des munitions, de l'uranium appauvri en Irak, qui est condamné pour des millions d'années à cause des armes, à cause de l'uranium appauvri. Excusez-moi. Nous avons dans ces sociétés arabes et musulmanes subi une offensive de la part de l'Occident. Soit l'Occident est capable de la reconnaître et de reconnaître sa gravité, soit cette colère persistera et éclatera à chaque bout d'un film insignifiant comme celui-là ou une autre chose. En d'autres termes, les pays arabes sont victimes d'un Occident prédateur et méchant et ils n'ont rien à se reprocher à eux-mêmes. Mais avec ce raisonnement, madame, vous ne sortirez jamais on a beaucoup à nous reprocher. Du sous-développement. Non. D'abord, on n'est pas sous-développé. Mais chaque peuple est responsable de son destin. Absolument, mais s'il est agressé de la manière... Qui a agressé la Tunisie? Qui? La Libye, c'est la France qui l'a aidé. Je parle du monde arabe dans sa totalité. Yosrine Nasrallah voulait prendre la parole. Moi, j'ai toujours très peur de cette mentalité. Et ça ne concerne pas du tout le rapport avec l'Ouest. Ça concerne notre rapport avec nous-mêmes, d'être victime. On n'est pas victime, on est opprimé, on est attaqué. C'est discours victimaire. On n'est pas victime. On a été opprimé par nos dirigeants d'abord, qui ont quelqu'un comme Moubarak, comme Sadat, comme toute la série quoi, depuis 60 ans. Et par le colonialisme. Évidemment. Mais il y a un moment comme ça où il y a une révolution qui éclate dans un pays comme l'Égypte et où des gens disent on est des individus, on est des personnes. Et c'est un grand pas en avant. C'est un moment comme ça de grâce où les gens se sont dit on va arrêter d'être victimes, on va prendre nos destins en main, on va essayer d'en faire quelque chose. C'est là où commence la démocratie. Et en même temps qu'il y a là, tout de suite, et c'est là où je me dis c'est quand même très important, par exemple, en Syrie aujourd'hui, qu'avant que Bachar ne soit dégage ou n'importe quoi, que l'opposition et la révolution syrienne
écrivent une constitution qui parle réellement à tout le peuple syrien en tant que citoyen et non pas. Et il faut réconforter les Alaouites, il faut réconforter les. Mais l'histoire ne peut pas être compartimentée, l'histoire est dans une continuité. Non, laisse-moi continuer. Aujourd'hui, dans cette continuité, il y a des forces. Aujourd'hui, en Égypte, je parle d'un pays que je connais, où j'étais impliqué dans une révolution et où je suis impliqué dans un processus, où je vois aujourd'hui, par exemple, le parti démocrate qui se forme, avec une centaine de milliers d'adhérents, en train d'être accusé aujourd'hui par les intégristes, dans un moment où il y a cette bêtise-là qui a été diffusée partout, d'être des agences de sionisme mondial, je parle du parti de la Constitution, des agents américains, des gens contre l'islam. Non, le mot être contre la religion et mêler cette religion constamment à nos destins. La Constitution en mars 2011, quand les intégristes sont descendus dans la rue, dire voter pour les amendements proposés par l'armée, c'est voter oui à Dieu et à l'islam et voter non. C'est condamnable, mais c'est pas évidemment, de ça qu'on discute. Si, c'est exactement de ça qu'on discute. Très bien. Vous êtes en train de discuter du rapport entre... Je m'en fous du rapport entre l'Ouest et c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Non. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de notre rapport avec nous-mêmes qu'il s'agit. Très bien. Et c'est là que ça commence. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir, nous, déterminer notre rapport avec l'Ouest. Là, il nous est imposé en quelque sorte. Je vous interroge juste pour dire qu'il y a eu... brûler aujourd'hui. Il y a eu aussi des conséquences en France. Je propose de les regarder. Ils n'étaient certes pas très nombreux, 250 selon les services de police, mais les images ont surpris et même choqué. Et l'affaire est maintenant devenue symbolique, politique et judiciaire. Plusieurs dizaines de personnes prennent la direction de l'ambassade américaine. Le rassemblement n'est pas autorisé. Des gendarmes tentent de maîtriser le cortège. 250 manifestants sont bloqués à quelques mètres de l'ambassade. Parmi eux, des islamistes radicaux, mais aussi de jeunes musulmans venus de banlieue ou de province en quart. Tous très choqués par le film qui présente l'islam comme un cancer. Cette manifestation est inacceptable et moi je ne permettrai pas que des femmes voilées entièrement, que des prières de rue, que des slogans hostiles à des pays alliés, à nos valeurs, puissent se faire entendre dans nos rues. Comment une manifestation comme celle-ci a pu être organisée à l'insu des autorités, même si les policiers ont fait preuve de beaucoup de courage. Je demande d'autre part que des mesures maintenant très fermes soient prises, par exemple des arrêtés d'expulsion immédiats pour ceux des personnes manifestantes qui étaient en situation irrégulière en France. Islamophobe, ça veut dire la phobie, c'est la peur. Hein, c'est bien ça. Oui, c'est la peur de l'islam. Alors effectivement, peut-être je suis islamophobe. Et ce soir, j'ai fait mon coming out. Oui, probablement que je suis, comme beaucoup de Français. L'honneur des civilisations islamiques est d'être plus anciennes, plus vivantes et plus tolérantes que certains de ceux qui prétendent abusivement aujourd'hui parler en leur nom. Il est l'exact contraire de l'obscurantisme qui anéantit les principes et détruit les valeurs de l'islam en portant la violence et la haine. Daniel Schneiderman. Oh ben non, mais c'est reparti pour un shoot, là. Non, mais je sais pas, on doit être addict, on doit avoir besoin de temps en temps. Je veux dire, tout d'un coup, il n'y a plus rien d'autre. On parle plus des impôts. Les impôts, on s'en fout des impôts. Est-ce qu'ils vont augmenter? Qui va payer? Les riches, les pauvres? Le chômage, les usines qui ferment? Il n'y a plus rien. Il y a ces 250 personnes dans la rue. Alors, mais c'est la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. 250 types qui sont là, pacifiques, désarmés, on ne sait pas très bien comment ils se sont rassemblés. Si j'ai bien compris, ils ont essayé la veille, ça n'a pas trop marché, il n'y avait personne, donc ils ont retenté le truc le lendemain, le samedi, devant l'ambassade américaine. Ça se passe en début d'après-midi. Il y a quelques journalistes qui sont là. Le samedi soir, dans les journaux de 20h, ça fait quelques secondes en off, ça fait rien. Et puis tout d'un coup, tout le monde s'énerve.
Donc le Valls s'énerve, c'est inacceptable, nos alliés, nos valeurs, etc. La droite en rajoute, il faut faire quelque chose, il faut les expulser. Je veux dire, on ne sait pas du tout s'ils sont français, pas français. D'après la police, c'était tous français. Bon, ils sont tous français, voilà, mais c'est pas grave, il faut les expulser quand même. Et alors, alors, le lendemain, c'est le premier titre du 20h, il n'y a plus que ça. Comment est-ce que ça a été possible? On va faire une enquête. Là, le parquet ouvre une enquête pour rassemblement avec des armes par destination. Je veux dire, ils étaient tous mains nues. Les seules armes qu'ils avaient, apparemment, c'était des torches éteintes. On ne sait pas ce qu'ils voulaient faire avec ces torches éteintes. Peut-être mettre le feu à l'ambassade des États-Unis, on ne sait jamais. Un drapeau. Ou peut-être vraisemblablement un drapeau. Enfin voilà, on est reparti pour une espèce d'emballement terrifiant qui, je pense, ne durera pas trop, mais enfin qui est quand même symptomatique de ce qui nous arrive périodiquement. Deux petites choses très rapidement. Madame, d'abord, sachez que beaucoup d'Américains sont contre les invasions et que le traitement des Palestiniens est absolument insupportable. Absolument. Ceci dit, d'après le New York Times, au Pakistan, où il y a eu plusieurs milliers de personnes et au moins un mort, ça a été, le professeur me corrigera s'il le faut, ça a été le fait de deux groupes chiites, qui est une minorité de 10% au Pakistan, qui avaient organisé en deux endroits différents les manifestations et que la majorité de la population ne s'y est absolument pas jointe. Troisième chose, je voulais juste ajouter à ce portrait de celui qui a fait le film qu'il l'a fait avec l'idée et il a fait de la pub partout dans les mosquées autour de Los Angeles et il a appelé ça l'innocence de Bin Laden pour commencer et ensuite l'innocence des musulmans parce qu'il espérait attirer des musulmans pour voir son film dans un petit cinéma un peu miteux de Hollywood. Pour qu'ils soient choqués? Pour qu'ils puissent les photographier et les repérer parce que ce seraient eux les futurs terroristes. C'est un type malade, complètement malade. Il n'a pas vendu un billet pour son truc. Aucun musulman de Los Angeles on l'a vu se faire arrêter tout à l'heure dans un extrait du journal télévisé. Qu'est-ce que lui reprochent les Américains? Parce qu'il a parfaitement le droit aux États-Unis de faire un film aussi ignoble, insultant, soit-il. C'est pour autre chose. C'est pour ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'a pas le droit une escroquerie plusieurs mois avant. Il n'avait pas le droit d'être sur Internet. Ah bon? Oui, il avait été condamné pour une escroquerie et il n'avait pas le droit de se connecter à Internet. Et on parle de ce mauvais film et vous ne parlez pas du mien. Oui, c'est vrai. C'est le principe ici. On ne vient jamais rien vendre. C'est ça qui est terrible. C'est le principe des médias en général. On est là depuis une demi-heure en train de parler de cette espèce de film nul. J'ai pas vu le film de monsieur qui sort demain. Je l'ai pas vu. Je sais pas s'il est bien, pas bien, mais il n'a pas causé de mort. Je suis désolé. Voilà. C'est infiniment minoritaire de part et d'autre. C'est cela qu'il faut souligner. Oui. Laurence. Tout ça, il y a aussi des enjeux géopolitiques. On parlait des interventions américaines actuellement. Il y a ceux qui souhaiteraient une intervention américaine. Ce sont les révolutionnaires syriens qui se font massacrer par l'armée de Bachar el-Assad. Le régime des frères musulmans, enfin le président Morsi était en délicate conversation économique en Égypte avec les Américains, etc., parce qu'il a besoin d'une aide financière. Il y avait l'idée au départ chez Barack Obama du refus de la guerre contre les musulmans. Il a dit « je ne suis pas en guerre contre l'islam », c'était le sens du discours du Caire, etc. De fait, en essayant de limiter la casse, il a retiré l'armée américaine d'Irak. Il est en train de retirer l'armée américaine d'Afghanistan en limitant la casse du point de vue américain. On s'entend parce que pour la société afghane, la question peut se poser différemment et pour la société irakienne, ça s'est posé différemment. Et ce qui est extrêmement révélateur dans le dossier palestinien, c'était l'impuissance des États-Unis durant la présidence d'Obama dans la gestion du dossier palestinien. Ça a été pratiquement l'encéphalogramme plat, alors qu'au moins ses prédécesseurs, y compris Bush second, avaient essayé vaguement de faire quelque chose. Là, c'est zéro. C'est-à-dire que nous sommes dans une phase de retrait américain de la région.
en retrait que les États-Unis essayent de faire en bon ordre. Et malheureusement, là, ils ont un pépin dans cette phase de retrait. C'est en phase avec les élections aussi. Il ne faut pas oublier ce côté. Il y a une vidéo qui circule de Romney. Oui, vous l'avez vu? Où il dit que c'est de la foutaise, cette histoire-là de deux États en ce qui concerne la Palestine, la question palestinienne, et où il s'épanche très clairement. C'est le problème des États-Unis dans la région, c'est qu'on passe leur temps à les condamner. Liberté d'expression, c'est ça. Mais on demande en même temps qu'ils interviennent en permanence. Ils sont piégés par le fait qu'ils jouent un rôle essentiel dans les stratégies des acteurs de la région. Et ils ne peuvent à la fois ils ne peuvent pas rester et en même temps ils ne peuvent pas partir. Et ils sont coincés, ils sont dans une impasse. D'ailleurs, certains ont dit que c'est parce que les Saoudiens étaient furieux du rapprochement avec les frères musulmans en Égypte que ce film avait bénéficié d'une telle publicité. Alors pour la suite, vous savez, sur toutes les conjonctures. Cette affaire, il y a certainement de la vraie manipulation, et puis pour l'instant, il y a beaucoup de devinettes. Un tel a petit peu faire ça, un tel a petit peu faire ça, on etc. dit que c'est un copte, par exemple, qui aurait fait le film, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'un copte se cacherait derrière, au départ, se ferait passer pour un Israélien qui s'appellerait Sam Basili? C'est très curieux. Toute cette histoire n'a aucun sens. Il avait 6 ou 7 parce qu'un copte qui veut faire ça, il va dire je suis copte, il va le dire, il va pas le cacher. Non, c'est une salade noire. Sûrement. Il faut se souvenir qu'il y a quelques années, il y a eu les dessins, les caricatures au Danemark qui aussi avaient provoqué une certaine émotion. C'est-à-dire que ça se répète, il y a des prétextes pour la répétition, mais ça se répète et c'est, à mon sens, révélateur de quelque chose qui est plus profond. C'est tout. C'est ça l'important. Ce n'est pas l'anecdote qui est importante, c'est ce que ça révèle. Mais ce que vous avez dit, vous avez fait allusion à plusieurs fois, c'est quoi cette chose plus profonde que ça révèle? Ce que je pense être un malaise par rapport au rapport de cette région à l'Occident. Oui, à l'oppression dont vous parliez tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème propre à la région important et structurel. Mais je dis que dans cette dimension, il y a quelque chose que j'appellerais l'incompréhension, que j'appellerais le malaise, que j'appellerais l'aveuglement, si vous voulez. Mais il y a un problème qui n'est pas du tout réglé et qui, de temps à autre, trouve prétexte à se manifester. Pascal Bruckner ? Oui, je suis d'accord avec vous. Cette histoire est un symptôme, puisqu'il y a une disproportion incroyable entre les deux événements. Mais c'est peut-être pas, j'ai pas la même analyse du symptôme. Je pense que le monde musulman est un monde profondément blessé, fragile, et qui a du mal à réagir à la modernité qui effectivement vient de l'Occident. Et en ce sens, je ne crois pas trop à l'opposition Orient-Occident parce que nos histoires sont tellement mêlées. Il y a une part de l'identité française qui est maghrébine, qui est aussi africaine. Donc par conséquent, nous ne sommes plus deux étrangers face à face. Mais donc je ne crois pas au clash des civilisations, mais je crois qu'à l'intérieur de chaque culture, il y a des oppositions fondamentales. Et notre tristesse vis-à-vis des révolutions arabes, elle vient de ce qu'elles étaient porteuses d'espoir et qu'elles sont en train de s'enfoncer, comme l'a dit Laurent Fabius, dans une sorte d'hiver intégriste. Et donc le rôle des pays occidentaux... Non, je ne suis pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord du tout. Mais laissez-le finir de sa phrase. Non, donc le rôle des pays occidentaux, c'est d'aider partout les forces, les modérés, les laïcs, les athées, les sceptiques, pour éviter que les radicaux, souvent minoritaires mais violents, ne prennent le pouvoir par la force ou par l'intimidation. Vous n'étiez pas d'accord, Henri Laurence? Non, pas du tout. Là, on est dans la phase normale du processus de la révolution et de la démocratisation. Ce sont des sociétés qui sont entrées en débat. Exactement. Jusque-là, étaient interdits par des régimes dictatoriaux qui étaient soit alliés de l'Occident, soit opposés à l'Occident, mais qui étaient de toute façon des dictatures. Et dans un pays comme l'Égypte, vous me confirmerez, j'espère, tout à fait, ouais. On passe son temps à débattre, à contester, etc. Et le principe, pour l'instant, acquis dans des pays comme la Tunisie et l'Égypte, c'est l'alternance. Et on va avoir de prochaines échéances électorales d'ici quelques mois, et on verra si les forces actuellement au pouvoir auront la possibilité de rester ou si d'autres forces viendront par alternance politique. Si on veut la démocratie, eh bien qu'il faut que les gens
puisse agir démocratiquement par le débat et par les élections. C'est ce qui se passe aujourd'hui. D'un côté, et d'un autre côté, on est en plein dans un processus où il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire cette manière ancienne de gérer les pays et les peuples comme des sujets. Je crois que c'est fini. Il ne faut pas oublier que même si je ne suis pas pro-Morsi, ni rien du tout, mais il faut savoir que Morsi, c'est le président actuel des Égyptiens. Des frères musulmans. Exactement. Même si politiquement je m'oppose à lui, quoi. Mais il est venu par des élections. Et ça, il ne l'oubliera pas. C'est-à-dire, il ne peut pas gérer le pays comme Moubarak l'a fait. Il ne peut pas le gérer comme Sadat l'a fait, ni comme Nasser. Il y a quelque chose d'autre qui rentre, un autre facteur qui rentre. Dernière question. Il se trouve que les États-Unis voulaient faire retirer cette vidéo sur YouTube et que YouTube a refusé. Ça vous a... C'est plus compliqué que ça. La Maison-Blanche était partagée. Il y avait des conseillers qui disaient premier amendement, liberté d'expression, sacré, on ne touche pas. Et puis je crois que le conseiller de sécurité a quand même posé la question à YouTube en disant est-ce que vraiment on ne pourrait pas essayer de... ça pose vraiment peut-être la question la plus nouvelle de cette affaire YouTube. Parce que finalement, que les médias soient des loupes et insistent sur les foyers d'incendie et les excités, c'est pas nouveau. Mais là, on est vraiment dans une situation, le fait que YouTube mette en ligne cette vidéo, même si ensuite ça n'existerait pas s'il n'y avait pas le relais, on est bien d'accord. Hein. Mais le fait que YouTube mette en ligne cette vidéo, ça pose vraiment clairement la question du conflit entre la liberté d'expression. Je veux dire, quand Internet est arrivé, ça a quand même été une bouffée d'oxygène énorme pour la liberté d'expression. Je veux dire, on a pu entendre des voix, des sons de cloche, des accents qui étaient auparavant étouffés par les médias, les régimes politiques, etc. Ça a été énorme. Et moi qui fais aujourd'hui arrêt sur image sur le web après l'avoir fait à la télé, je ne vais pas dire le contraire. Je veux dire, c'est très favorable à la liberté d'expression. Et là, pour la première fois, à mon sens, on voit se poser le conflit entre la nécessité de cette liberté d'expression et quand même, je sais pas, ce qu'on pourrait appeler le vivre ensemble. Je veux dire, il est quand même pas, on peut quand même pas nier que cette vidéo soit préjudiciable au vivre ensemble. Alors on fait quoi? Alors là, on a un problème vraiment nouveau. On fait quoi? Évidemment, je veux dire, personne n'a envie, enfin si, plein de gens, mais pas moi, n'ont envie de dire on va commencer à censurer Internet, etc. On va, bon. Mais au moins, il me semble que dans un premier temps, on pourrait exiger des grandes multinationales comme YouTube, de ces énormes pouvoirs que sont maintenant les plateformes de vidéos en ligne, on pourrait exiger de leur part une transparence dans leur fonctionnement qui soit à la hauteur de ce qu'exige la société Internet. Non, mais YouTube, c'est l'opacité. C'est pas le problème. Vous vouliez qu'ils retirent cette vidéo ou vous voulez pas qu'ils la retirent? Je voudrais qu'ils disent ce qu'ils font. Parce que pour l'instant, ils ne disent pas ce qu'ils font. Ils l'ont laissé dans plusieurs pays. Il y a plusieurs pays qui ont demandé à ce que la vidéo soit interdite de visionnage dans ces pays. Alors YouTube l'a retirée effectivement en Égypte, on peut comprendre pourquoi. L'a retirée en Inde, on ne sait pas très bien pourquoi, dans quelles conditions, ils n'ont pas expliqué. Mais en revanche, l'a laissée au Pakistan. Pourquoi ils l'ont retirée en Inde? Pourquoi ils l'ont laissée au Pakistan? Je veux dire, ils ne répondent jamais. Faut pas dire qu'ils n'enlèvent jamais. Ils enlèvent plein de trucs. Mais ils enlèvent dans des conditions totalement opaques. Et ils n'ont de rendre compte à personne sur qu'est-ce qu'ils laissent et qu'est-ce qu'ils enlèvent. Il me semble que la première chose pour qu'on puisse avancer dans ce débat empoisonné et empoisonnant qui est comment on va gérer ce genre de situation, c'est d'exiger de ces boîtes qu'elles soient transparentes, qu'elles expliquent ce qu'elles font déjà. Puis ensuite, on pourra commencer à discuter. Dernier mot, Pascal Bricout. Oui, je pense que l'enjeu de cette histoire, c'est un enjeu symbolique important. C'est la définition à l'ONU du droit ou non à blasphémer. Je sais que l'organisation de la conférence islamique, depuis un certain nombre d'années, milite pour qu'on empêche l'approche critique des différents dieux et des prophètes dans l'expression publique. Et le risque, effectivement, c'est que les partisans de la censure nous interdisent demain de nous moquer de Jésus, de Dieu, de ses saints et de tous les prophètes qui ont pu proliférer sur cette terre. Effectivement, si le blasphème a été aboli en France à la Révolution, si on le réinstalle aujourd'hui, nous revenons à l'ancien régime. Et c'est extrêmement inquiétant. Henri Laurence, dernier mot. Petit point de détail simplement. Le blasphème est interdit en Alsace-Moselle.
Oui, parce dans que oui, mais enfin, c'est pas appliqué. Oui. Si, ça a été appliqué il y a une quarantaine d'années. Il y a eu quelqu'un qui a été condamné pour blasphème. C'est parce que, juste je le dis, c'est parce que, non mais je le dis juste, c'est parce que l'Alsace-Lorraine n'était pas française au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Blasphémer quoi? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est sacré? Ce n'est pas uniquement les religions qui sont sacrées. Qu'est-ce qui est blasphématoire? J'aimerais bien poser la question parce qu'elle est posée, par exemple, dans le monde arabe. On ne peut pas toucher, évidemment et heureusement, à l'Holocauste, par exemple, au négationnisme, comme a dit. C'est blasphématoire aux yeux de l'Occident et c'est interdit. Écoutez, soit on libéralise tout, soit on met des règles et on ne peut pas être dans ça, c'est sacralisé et c'est intouchable, et les autres, c'est pas grave. Mais l'Holocauste n'est pas une religion, c'est un fait historique. Non, il y a longtemps que le négationnisme est interdit en France et en Europe, mais aux États-Unis, vous pouvez parfaitement publier les écrits négationnistes, vous aurez des réfutations d'historiens. Oui, c'est pour ça que c'est compliqué, n'est-ce pas? Ça n'est pas une religion, l'Holocauste. C'est complexe. C'est un fait historique. Oui, dernier mot, Suzanne Georges. Il y a cet agitateur au Pakistan qui dit que toute l'équipe de production de ce film devrait être pendue publiquement. C'est sympa, ça. Et ce sont des professionnels de l'incitation à la haine du côté musulman et du côté de ces chrétiens extrémistes qui incitent à la haine de l'autre communauté. Et ça marche. Et c'est ça qui me désole. Les autres ne tuent pas. C'est ça qui me désole. Ça marche. Ça Merci d'avoir participé à cette émission. On a